Alors, je vais laisser immédiatement la parole à Olivier Bixel, qui est le modérateur de cette tribune. On voit d'ailleurs, il y a beaucoup de monde sur cette tribune-là, mais il y en a seulement un qui est en présentiel, comme on dit. Alors, tu as toute la place sur le stage, mais tu n'as pas toute la place, évidemment, dans les discours. Alors, Olivier, un grand, grand merci pour avoir accepté cette tâche-là de modérer une tribune comme ça. Et je te laisse la parole pour, en fait, la prochaine heure, à peu près. Je prends le Merci. temps. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Olivier Bixel, je suis le coordonnateur de la charge en monnaie en intégration européenne de l'Université Laval au niveau de la faculté de droit. Je suis également doctorant en droit international européen et ma spécialité, c'est les accords de libre-échange et donc pas du tout la défense. Néanmoins, j'enseigne le droit de l'Union européenne à l'Université Laval depuis maintenant 2 ans avec le professeur Olivier Delas. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, je vais modérer un panel consacré à l'Union européenne. Et ce qui s'est passé avec l'Union européenne quand elle s'est confrontée à l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est que à la fois il y a eu une négation de toutes les valeurs qui ont fait la construction européenne, mais aussi un rebond des mêmes valeurs, une reprise en une force qui est revenue, et donc l'Union européenne, elle s'est un petit peu réveillée. Et donc, ça pose une question. Est-ce que l'Union européenne ne serait pas un herbivore devenu carnivore? Eh bien, cette réponse à cette question-là, c'est Monsieur Lasconge-Arias qui va tenter d'y répondre, qui est le premier panéliste de ce panel. Monsieur Lasconge-Arias, vous êtes directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous êtes un chercheur reconnu sur les questions militaires, professeur associé à Paris-Sorbonne. Auparavant, vous étiez chef du bureau politique et environnement de défense à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Armées de la République française. Et vous êtes historien militaire avec une aire d'expertise assez grande qui couvre à la fois des sujets opérationnels que de doctrine, guerre hybride, déni d'accès ou encore contre-insurrection. Pour faire suite à cette présentation-là, on va avoir un regard très intéressant puisqu'il y a deux organisations en termes de défense qui coexistent au sein du continent européen, c'est l'Union européenne et l'OTAN. Et donc, il faut se poser la question du rôle de l'UE en contrepartie de l'OTAN à l'endroit de la stratégie de dissuasion de la Russie. Cette présentation-là, elle va nous être faite par le major Sébastien Bouchard des Forces armées canadiennes. Major, vous êtes donc membre des Forces armées canadiennes depuis 2005, officier du génie militaire, avec votre plus récente affectation en tant qu'ingénieur-chef de la mission canadienne en Lettonie. Au cours de votre mandat, vous avez dirigé plusieurs projets d'infrastructures d'envergure qui ont des impacts opérationnels significatifs à la fois pour le Canada et l'OTAN, en particulier suivant l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie. Vous êtes membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, vous possédez un MBA de l'Université Laval et vous complétez actuellement une maîtrise en leadership et en sécurité au Collège d'état-major des pays baltes à Tartu en Estonie. Et dans le cadre de vos recherches, vous vous intéressez aux interactions entre l'OTAN et l'Union européenne. Et enfin, je parlais de valeurs, et l'une des valeurs de l'Union européenne, c'est également la coopération et l'action humanitaire. Et donc, l'action humanitaire, c'est une réponse de l'Union européenne aux crises. Et cette action humanitaire, c'est le professeur Mulry Mondelis qui va en parler. Vous êtes professeur adjoint en études internationales, vous avez été co-directeur par intérim du département des sciences humaines et sociales au Collège militaire royal de Saint-Jean, professeur associé aux facultés de droit de l'Université Laval et de Sherbrooke et à l'École des sciences juridiques de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Vous avez enseigné de plusieurs matières, le droit international public, le droit international des droits de la personne, le droit international économique et la diplomatie dans diverses universités canadiennes. Vous êtes mon chef puisque vous êtes le président du comité scientifique de la charge en monnaie en intégration européenne de l'Université Laval et vos publications, on n'arrive plus à les compter, dont une dernière que j'ai le plaisir de co-diriger, qui est ici, que j'ai ici, c'est l'Union européenne, puissance globale dans les relations internationales transatlantiques, publiée en 2023 chez Brûlant. Mais avant tout, avant d'écouter
tous ces sujets particulièrement passionnants. Je suis désolé, on va faire du droit. Et donc, on m'a demandé de vous présenter un petit peu les compétences de l'Union européenne en matière de défense. Alors, j'ai un PowerPoint qui va, je pense, arriver, dans lequel je vais donc tenter, en 10 minutes, pas plus, de vous présenter un peu qu'est-ce que peut faire et ne peut pas faire l'Union européenne sur les questions de défense. Ok, parfait. Donc, l'Union européenne, d'abord, c'est quoi? C'est une organisation internationale, 27 États membres, avec un but: promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Pour y arriver, eh bien, on a utilisé l'adage de Montesquieu: là où il y a du commerce, il y a des bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'on a moins envie d'attaquer son copain, son voisin, si on gagne de l'argent avec lui. Et donc, on est arrivé à une sorte d'intégration économique. Sauf que l'intégration économique, en tant que telle, elle n'est pas suffisante. Il faut quelque chose pour la sécuriser. Et très rapidement, on est revenu à la défense. L'Union européenne, en 30 secondes, c'est quoi? C'est 2 traités. Un traité fondateur, le traité sur l'Union européenne. Un traité sur la mise en œuvre de l'intégration, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est 4 institutions principales, avec en haut le Conseil européen. Conseil européen qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays européens, la Commission européenne, qui est l'exécutif de l'Union européenne, le Conseil de l'UE, le Conseil des ministres, qui est la représentation au niveau ministériel des États de l'Union européenne, et le Parlement européen, qui représente les citoyens européens. Et c'est 2 méthodes, globalement. La méthode supranationale, avec un effet vertical, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui va décider, qui va donner un cadre d'action, ou c'est la méthode intergouvernementale, où c'est les États ensemble qui vont s'entendre pour aller dans une direction. Alors ces éléments introductifs sont importants. Pourquoi? Parce que l'UE et la défense, c'est une partie en fait de ce que je viens de voir. Donc, premièrement, une petite précision, UE et défense, ça ne veut pas dire Europe et défense. En Europe, il y a beaucoup de coopération en matière de défense et il y a notamment des initiatives partagées des États qui sont membres de l'Union européenne. Notamment, on a l'Eurocorps, mais l'Eurocorps, ce n'est pas l'Union européenne. Il faut distinguer donc plusieurs éléments. Revenons à l'Union européenne. L'Union européenne, elle a des politiques. Dans le traité sur l'Union européenne, donc l'un des traités fondateurs que j'avais présenté, il y a une grande partie qui est consacrée à la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. La PESC, c'est le pilier, entre guillemets, sécuritaire de l'Union européenne. C'est ça qui va motiver son action à l'extérieur. C'est ça également qui va motiver plein d'éléments dont je vais parler par la suite. Et à l'intérieur de cette politique étrangère et de sécurité commune, on a la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, qui va, elle, vraiment s'intéresser concrètement à la défense. Bien. La PESC. La PESC, elle a un objectif très large. La préservation de la paix, la sécurité internationale, la promotion des valeurs européennes, la démocratie et le multilatéralisme. Elle a une action diplomatique, civile et militaire, mais également commerciale. C'est une politique multidimensionnelle. Elle est pilotée par un membre de la Commission, choisi par les États membres de l'Union européenne, c'est Josep Borrell, et mis en œuvre notamment, pas seulement, mais notamment par une grande institution, c'est le Service européen pour l'action extérieure, qui est notamment connu pour représenter l'Union européenne à l'international. Si vous allez à Ottawa, la représentation de l'Union européenne est assurée par le SEAE. C'est au titre de la PESC qu'on a les sanctions. Alors je vais juste en nommer l'existence, parce que ce qui nous intéresse, c'est véritablement la défense. Mais c'est au titre de la PESC, cette dimension multidimensionnelle, que l'économique, le sécuritaire vont venir et il va y avoir la mise en place des sanctions que vous connaissez sûrement, qui ont été mises en place et qui sont mises en place par l'Union européenne. Maintenant, la politique de sécurité et de défense commune. La politique de sécurité et de défense commune, elle vise à assurer une capacité opérationnelle en s'appuyant sur des moyens civils et militaires. Elle est marquée par la méthode intergouvernementale. Ça veut dire que, dans le triangle que je vous ai montré avec en haut le Conseil européen, en fait, on va mobiliser qu'une partie du triangle. Ça va être les États membres qui vont décider entre eux. La Commission européenne,
le Parlement européen vont avoir une importance bien moindre. Et dès lors, les décisions vont se faire à l'unanimité. Alors effectivement, ça peut se discuter puisqu'il y a une possibilité dans le futur qu'on change la méthode de prise de décision dans le cadre de la PESC. C'est-à-dire qu'on passe à une décision à la majorité qualifiée. Vous comprenez bien l'enjeu. Qui dit décision à l'unanimité nécessite un accord unanime de l'intégralité des États membres de l'Union européenne avec leurs priorités respectives. Et qui dit majorité qualifiée dit qu'il faut simplement une partie des États, la majorité plus 1, pour obtenir la réussite ou la mise en œuvre d'une opération. Et elle a un objectif, cette PSDC, c'est la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union européenne. Ça, c'est inscrit dans le marbre, dans les traités. C'est un objectif à atteindre. Alors, globalement, il y a deux types de réponses que l'Union européenne peut donner à l'heure actuelle. Des réponses conjoncturelles et des réponses structurelles. Je vais commencer par les réponses conjoncturelles. Ces réponses conjoncturelles, c'est la mise en œuvre de missions, de mécanismes de solidarité ou de mécanismes dits d'efficacité. L'article 42 du traité sur l'Union européenne autorise l'Union européenne et lui demande d'assurer une capacité opérationnelle en se basant sur des moyens à la fois civils et militaires. Mais ces moyens-là, ils sont fournis par les États membres. Dans ce cadre-là, l'Union européenne est habilitée à faire un certain nombre de missions. L'article 43 du traité sur l'Union européenne nous précise quelles sont ces missions. Et donc l'Union européenne peut faire du conseil, de l'assistance, de la prévention des conflits, du maintien de la paix, et éventuellement des missions de force de combat pour la gestion des crises, y compris des missions de rétablissement de la paix et des opérations de stabilisation à la fin des conflits. Ces missions peuvent aussi contribuer à la lutte contre le terrorisme. Ces missions-là, en réalité, elles sont protéiformes. Si on prend le cas de l'Ukraine, et c'est un petit peu le lot de missions que fait l'Union européenne, ce sont des missions de conseil. Vous avez ici l'intégralité des décisions qui ont été mises en œuvre relativement à l'Ukraine. Alors, les deux principales, pardon, il y en a eu plus. Il y a un versant civil qui est présent depuis 2014, et depuis l'invasion de la Russie, on est passé à un pan militaire. Cette décision-là, si vous intéresse, je l'ai imprimée, je pourrais vous la passer à la fin. C'est une décision qui demande et instruit à ce qu'on fasse de la formation militaire aux forces ukrainiennes. Ce n'est pas une mission qui vise à exporter des armes, ce n'est pas une mission qui vise à remplacer le personnel ukrainien sur place, c'est une mission de formation. Ça se limite à cela. L'Union européenne ne peut pas aller plus loin. Alors évidemment, l'Union européenne, elle est aussi en Somalie, il y a d'autres missions. Le temps m'étant compté, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a un deuxième moyen. Elle peut mettre en œuvre un mécanisme de solidarité. C'est un petit peu analogue à l'article 5 de l'OTAN. Si jamais un État membre fait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à la Charte des Nations Unies. Il y a eu une activation, c'est la France, lors des attentats de 2015. Les conséquences de cette activation ont été assez palpables puisqu'il y a eu la mise en œuvre de frappes militaires en Syrie, perpétrées notamment par le Royaume-Uni, mais également d'autres pays européens. Donc il y a vraiment eu un élan de solidarité opérationnelle qui a été mis en place suite au déclenchement de l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne. Il y a également l'article 222 du traité sur le fonctionnement européen, sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est un mécanisme analogue, voire même similaire, mais qui est limité, c'est-à-dire qu'on peut en refuser la mise en œuvre si on juge que l'État membre de lui-même a suffisamment la capacité de répondre aux crises auxquelles il est confronté. Très concrètement, dans le cas d'une attaque terroriste ou d'une situation de défense, l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sert pas à grand-chose. On va aller directement sur la clause qui nous donne le moins de contraintes, et c'est le traité sur l'Union européenne qui nous la donne. Enfin, on a un mécanisme d'efficacité. Alors le mécanisme d'efficacité, il va moduler un petit peu la façon dont fonctionnent les missions.
Normalement, les missions, c'est quelque chose qui est décidé au niveau du Conseil, sur impulsion du Conseil européen, où on va se dire, on a un objectif, on va essayer d'aller trouver qui est disponible pour aller remplir cet objectif, et on fait une force européenne. Dans le cadre du mécanisme d'efficacité, on inverse la tendance. C'est l'Union européenne qui a besoin d'envoyer quelque chose, qui a besoin de réaliser une mission, et là, elle va déléguer cette mission à des États membres. Donc, c'est les États membres, en autonomie, qui vont représenter l'Union européenne. Mais l'intégralité de la mise en œuvre est déléguée aux États membres. Pour le moment, cette base légale n'a pas été utilisée. Donc, si je résume, les réponses conjoncturelles, c'est cette capacité qu'a l'Union européenne à mettre en œuvre soit un mécanisme de solidarité en cas de grave crise, soit un mécanisme qui repose sur la mise en œuvre de missions au cas par cas. Maintenant, les réponses structurelles. Depuis le traité de Lisbonne, on commence, et en réalité depuis le traité de Nice, mais ça s'est confirmé avec le traité de Lisbonne. Donc, le traité de Nice, c'est au début des années 2000, Lisbonne, c'est 2008. On commence à avoir un petit peu un effort pour structurer la défense européenne. On marche lentement vers la construction d'une défense européenne. Je vais aller très vite parce que le temps m'est compté. On a la coopération structurée permanente, la PESCO, qui va demander aux États membres, sur la base du volontariat, de former une capacité de fournir des unités de combat dans un délai de 5 à 30 jours sur des missions visées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne pour une période qui peut aller jusqu'à 120 jours. On va demander de développer à ces États qui décident de participer à une défense européenne intégrée, de procéder plus intensivement au développement des capacités de défense. Ce qui signifie qu'on va avoir, à l'origine, l'idée était de créer un club, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, ceux qui veulent, on peut créer une structure plus permanente de défense. Aujourd'hui, la coopération structurée permanente, c'est 25 États membres. C'est la plupart des États de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Si on creuse, pourquoi ça fonctionne bien? En réalité, c'est parce qu'il y a une divergence de point de vue entre la France et l'Allemagne sur quelle est la perception de la PESCO. Je ne vais pas aller plus en détail. Si vous avez des questions, on peut volontiers en parler à la fin. Et enfin, il y a une réponse de structuration avec un effort de structuration au niveau institutionnel. On a la création de plusieurs comités, la création de plusieurs institutions. On a un état-major européen. On a également, désolé, je prends mes notes, parce que ça, je ne l'ai pas appris par cœur. On a au niveau politique un comité de politique et de sécurité qui est la cheville ouvrière de la politique européenne de sécurité et de défense. On a un comité militaire de l'Union européenne qui est composé des chefs d'état-major des États membres représentés par leurs délégués militaires. On a un état-major de l'Union européenne au sein du SEAE qui est composé de militaires détachés par les États membres avec un gros travail finalement de planification. Et globalement, et là je vais laisser aux panélistes suivants le soin de regarder dans le futur, on a un terreau fertile, progressif, à une structuration d'une défense européenne qui est encore embryonnaire, mais l'idée du réseau, c'est finalement qu'on a des petits points. On a l'Agence européenne de défense, dont je n'ai pas parlé, mais qui a pour but de promouvoir le développement des capacités militaires et de simplifier les procédures d'acquisition de matériel militaire. On a un fonds européen de défense, donc un élément de financement supplémentaire. On a des programmes militaires. Vous avez le petit avion, c'est un Eurofighter. C'est une coopération au niveau européen entre plusieurs entreprises européennes pour faire en fait un matériel militaire unique à tous les États membres pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité ainsi que l'interopérabilité. Enfin bref, on a un terreau fertile à cette gouvernance européenne. Et est-ce que le droit est un obstacle pour la construction d'une défense européenne? La réponse est clairement non. Le seul obstacle, il est politique, c'est aux États membres, et c'est une volonté politique, la défense européenne. Voilà. Ça clôt mon propos. Je passe de suite à Monsieur Lasconjarias. J'espère que je n'ai pas été trop long, un peu quand même, je suis vraiment désolé. Pour la question suivante, l'Union européenne, est-ce que c'est un herbivore devenu carnivore? Merci.
Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Québec, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, J'aimerais commencer effectivement ce propos par effectivement cette interrogation qui est un petit peu une forme d'humour, en demandant effectivement si, après avoir exposé ce qu'a fait Olivier, comment est-ce que l'Union européenne est en train de changer? Est-ce que ce n'est pas véritablement un changement de nature? Et on aurait effectivement, après avoir été longtemps un herbivore dans un monde de carnivores, eh bien, un changement d'état et un changement de nature. Et l'Union européenne, malgré qu'elle ait effectivement eu depuis longtemps une politique de défense et de sécurité, aurait profité de la guerre en Ukraine pour devenir un acteur utilisant, y compris, et c'est ça qui est un point important, ces instruments dédiés au service de la paix, mais pour faire la guerre. Et on peut s'interroger pour savoir si c'est un bouleversement, est-ce que c'est simplement une réponse temporaire, ou plutôt est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose de ce que les Européens aujourd'hui pensent d'eux-mêmes. Généralement, vous me pardonnerez, en tant que Français, j'aime bien commencer par une citation du président en exercice. Et je vais citer ce que disait le président Macron en 2017. Et je vais le citer donc dans son discours à la Sorbonne, en disant: la seule voie qui assure notre avenir, c'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Et il continuait: en matière de défense, l'Europe doit se doter d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Alors, on voit bien à quel point ces mots-là, en 2017, prennent encore plus d'acuité en 2023. Un député, les Républicains, qui est le spécialiste des affaires de défense auprès du parti conservateur, donc des Républicains, disait qu'on assiste en fait au réveil de l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, et on voit bien à quel point l'état-major même de l'Union européenne, qui est aussi un instrument dont Olivier n'a pas parlé, mais qui appartient en fait à la PSDC, et bien cet état-major de l'Union européenne a joué un rôle, à mon avis, essentiel. Il ne faut pas non plus oublier, et ça fait partie de ces questions qu'on doit aussi se poser, d'ailleurs moins une question qu'un fait, l'Union européenne a financé pas moins de 5,7 milliards d'euros d'achat d'armement au titre de ce qu'elle appelle la Facilité européenne de paix, tout ça pour armer l'Ukraine. Et au-delà des mots, c'est ça qui est intéressant, on a une Facilité européenne de paix qui sert maintenant à faire la guerre. Et donc c'est peut-être ce moment-là, ce tournant historique, et je pèse vraiment le mot, auquel on est véritablement aujourd'hui confronté. Il faut bien voir qu'effectivement, l'Union européenne n'est pas restée non plus totalement silencieuse depuis 2014. Hein. Il y a déjà eu des stratégies d'anticipation et de renforcement, comme on vient de vous les montrer, sur tout ce qu'était la sécurité et la défense. Mais très souvent, c'était contextuel et c'était lié à quelque chose de précis. Ça pouvait être lié au Covid, ça pouvait être lié au Brexit. C'était en fait des événements qui permettaient de recentrer la question des dépendances de l'Union européenne, plutôt véritablement que des questions autour purement de la sécurité et de la défense. Et donc, il me semble qu'on a observé 3 temps, et je vous invite à m'accompagner sur ces 3 temps. Le premier, c'est, si vous me permettez, un regain progressif de l'autonomie stratégique européenne par les Européens et pour les Européens. Alors, je ne vais pas en revenir, on va en parler sur le lien très ambigu, très complexe entre les deux parties de Bruxelles, entre l'OTAN et l'Union européenne. On dirait presque que l'Europe, quelquefois, c'est un peu la fille de deux enfants divorcés, c'est la fille de parents divorcés, l'UE et l'OTAN qui, en plus, des deux côtés de Bruxelles, ont tendance à se tourner le dos. Mais il faut bien voir que depuis la guerre, notamment dans les Balkans dans les années 1990, confronté aussi au choix à l'époque ambigu et aux actions conjointes de la France et de l'Allemagne dans ce domaine-là, il y a bien eu l'idée qu'il faille faire plus pour la défense européenne. Surtout, c'était l'idée de ne pas défendre ou de ne plus dépendre plutôt du choix des États-Unis d'intervenir ou non, surtout quand il y a un conflit aux portes de l'Europe. Le vrai tournant, c'était la guerre du Kosovo. Et après la guerre du Kosovo, on a eu le sommet de Cologne en 1999 qui permettait justement d'adopter cette PSDC que Olivier vous a présentée. En réalité, ces structures bureaucratiques
n'ont pas véritablement percolé avant le début des années 2000. Il a fallu en fait deux événements majeurs. Le premier, ça a été la guerre d'Irak, qui a véritablement invité les Européens à se saisir de cette question-là. Et puis surtout, c'est la succession des événements qui se sont succédés dans les années 2010. On pourrait citer 2014 et l'annexion illégale de la Crimée par les Russes, mais il y a eu les opérations de la France et de pas mal d'alliés, y compris même extra-européens, puisque le Canada a participé, par exemple, à l'opération Barkhane au Mali, à l'époque c'était encore Serval, et puis aussi la Syrie et la Libye, pour se rendre compte que les Européens ne pouvaient plus rester silencieux, et ça a adopté ce qu'on appelle la boussole stratégique qui fixe les priorités de défense et de sécurité dans une forme de concept. Et c'est un point qui est important. On a d'abord travaillé sur les aspects bureaucratiques avant même d'avoir véritablement les concepts. Et le concept un petit peu de sécurité et de défense, il est arrivé après. Et c'est cette boussole stratégique qui a un petit peu accéléré les choses. Alors, on a évoqué les instruments, je ne vais pas revenir dessus. Il y en a un qui me paraît, à mon avis, essentiel, c'est la facilité européenne de paix, et ça va être mon deuxième temps. Mon deuxième temps, en fait, il est de montrer que, quelque part, l'Union européenne, depuis le début de la guerre en Ukraine, s'est véritablement réveillée parce que la présence de l'Union européenne, je vais peut-être être un petit peu brutal, et bien, en fait, elle est silencieuse, mais elle a finalement beaucoup plus fait que, paradoxalement, l'OTAN. On a tendance à dire que la guerre d'Ukraine a renforcé, et c'est vrai, le rôle de l'OTAN, mais celle qui a été le plus efficace, c'est véritablement l'Union européenne qui a adopté, cela a été dit, les nombreux paquets de sanctions parce que justement l'Union européenne pouvait le faire. L'OTAN, autant qu'elle aurait pu le rêver, n'a pas cette dimension-là. Elle peut essayer de l'explorer, mais ce n'est pas son rôle majeur. Et à côté de ces sanctions qui auraient pu rester économiques, il y a eu un changement de posture. Les États européens ont commencé par fournir d'abord des équipements non létaux, de l'armement très, très limité au début, avant de monter en gamme. Et on parle maintenant, il y avait un article qui a été hier diffusé puis retiré dans le Figaro, avec l'annonce, par exemple, de la formation de pilotes de chasse ukrainiens sur Mirage 2000. On voit bien à quel point voilà, les États européens se sont collectivement dotés de cette volonté de faire plus et quasiment jusqu'à être accusés quasiment de co-belligérance, ce que n'est pas le cas. Surtout, et je vous en parlais il y a un instant, derrière la livraison de matériel et d'armes létales à l'Ukraine, au titre de cette volonté, il y a un instrument qu'on appelle la Facilité européenne de paix, et comme son nom l'indique, ou plutôt comme son nom ne l'indique pas, ce n'était pas censé être l'instrument pour faire la guerre. Dans ses objectifs, quand elle était adoptée en 2021, eh bien, la Facilité européenne de paix devait, et je vais le citer, prévenir les conflits, préserver la paix, renforcer la sécurité et la stabilité internationale. C'est très beau, mais c'est typiquement ce qu'elle n'a pas fait, puisque, y compris dans ces opérations, elle devait apporter une aide dans les équipements de défense. Elle a ensuite reprécisé équipements militaires et de défense, mais essentiellement aussi des infrastructures et de l'assistance technique. Dans la réalité, la plupart des fonds de cette facilité européenne ont été directement orientés pour l'achat de matériel de guerre et d'équipements militaires. On voit bien, non pas le dévoiement, mais bien l'agilité et la souplesse que permettent les instruments de l'Union européenne. Un troisième point, et ce sera le dernier avant de vous amener vers une très rapide conclusion, je pense qu'on est véritablement à un tournant plus qu'à un moment peut-être de stop and go ou de recherche de retour en arrière. D'abord, l'Ukraine aura favorisé la prise de conscience de la menace et des risques sécuritaires aux portes de l'Europe. Je dirais un seul chiffre. Vous avez 1 heure d'avion entre Varsovie et Kiev. Vous avez 3 heures ou 24 heures de voiture, pour vous Canadiens, c'est peu de choses finalement, entre Paris et Kiev. C'est donc véritablement, non pas dans notre environnement, c'est véritablement à nos portes.
et c'est bien ce point-là qui est important, on a observé l'accélération des discussions et des actions politiques sur la sécurité et la défense, et ça a été matérialisé par ce texte. Le deuxième point, c'est que l'Ukraine, au travers de l'Europe, a aussi favorisé individuellement chaque pays à faire plus en termes de capacité militaire individuelle. Un seul chiffre, en 2014, il y avait 3 pays sur les 30 de l'OTAN, mais je vais reprendre à peu près sur les 3 aussi, il y en avait simplement 2 sur les pays européens qui étaient au-dessus des 2% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 8 et cela progresse. On devrait peut-être être à 12 à la fin de l'année 2023. C'est quasiment la moitié des pays qui consacrent aujourd'hui 2% de leur PIB aux questions de défense. Enfin, les enjeux de puissance, et c'est un point important, les enjeux de puissance. Longtemps, l'Union européenne ne s'est pas pensée comme une véritable puissance autre que normative. Cette fois, on parle de puissance, pas simplement non plus économique, mais de puissance militaire. Eh bien, ils ont été placés au cœur de l'agenda de la présidence française de l'Union européenne en 2022, mais c'est continué avec ses successeurs. Le but, c'est de renforcer la capacité à agir et d'avoir un but pour affirmer comment l'Union européenne est un acteur stratégique. Surtout, on fait bien attention de ne pas dissocier Union européenne et OTAN, mais de bien aller vers une répartition des tâches, si vous voulez. Division of labor, comme on dirait en très mauvais français. Le but, en fait, c'est de réactiver la position française en matière de politique de défense et en s'écartant finalement de la tutelle que pourrait être l'OTAN. Alors, en conclusion, 3 petites réflexions. La première, effectivement, c'est que c'est un tournant européen dans la place qu'occupe l'Union européenne dans les conflits armés, avec la matérialisation d'instruments de sécurité et de défense qui montrent bien que l'Union européenne devient plus active. Le deuxième point, c'est qu'on reconsidère même les limites géopolitiques de la construction européenne, et cela invite en fait à penser aussi les relations diplomatiques entre l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, à ne plus être simplement condamnées à être un enjeu entre les deux, mais surtout, c'est la prise de conscience d'un besoin vital d'autonomisation européenne et le fait que le repli derrière la puissance américaine a posé des menaces pour le développement européen. Et aujourd'hui, la notion d'autonomie stratégique redevient plus que jamais une évidence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lasconjarias, pour avoir montré cette métamorphose en cours. Justement, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de passage d'une puissance normative à une puissance militaire. Et bien maintenant, on va voir comment tout cela s'allie au regard de l'OTAN. Major Bouchard, c'est à vous. C'est moi qui ai vos slides, donc n'hésitez pas à me dire quand vous voulez passer au prochain slide. Certainement. Pouvez-vous me confirmer qu'ils sont bien affichés présentement? Oui. Excellent. Ben, je vais débuter par vous dire que je suis bien heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. À la fin de la pause, j'ai vu quelques anciens collègues et frères et sœurs d'armes que ça fait quelques années que j'ai pas vu. Je suis bien heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui, bien que virtuellement. C'est un beau retour à l'Université Laval aussi. Je me retrouve actuellement à Tartu, en Estonie, comme je l'avais dit en introduction. Puis dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse à la stratégie de la dissuasion de l'OTAN à l'endroit de la Russie. Avant de débuter, j'aimerais toutefois commencer par une clause de non-responsabilité. Donc, l'opinion que je m'apprête à vous présenter représente mon opinion personnelle et ne représente pas nécessairement la vision des Forces armées canadiennes et ou celle du Collège d'état-major des Pays-Baltes où je me trouve. Deuxièmement, j'ai une présentation qui va mettre en valeur des échecs et des pions et différentes pièces. À défaut d'avoir un Eurofighter Typhoon comme vous, Olivier, on va devoir se contenter de pièces d'échecs. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, l'agenda que j'ai pour vous aujourd'hui va être en 5 temps. On va d'abord regarder la dissuasion d'un point de vue théorique et puis pratique avant de développer un cadre théorique pour évaluer la performance, la stratégie de dissuasion de l'OTAN à l'endroit de la Russie, d'abord dans un espace 2014-2021, puis ensuite avec le moment charnière du sommet de Madrid en 2022. Je vais conclure avec quelques recommandations. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, la dissuasion en théorie. J'aimerais d'abord vous proposer la définition que j'ai développée dans le cadre de mes recherches, qui est assez simple et qui est la suivante. La dissuasion vise à prévenir les comportements indésirables
en convainquant ceux qui pourraient envisager une telle action que ses coûts dépassent ses gains. Donc, tout simplement, ce rapport coût-bénéfice-là qui peut être appliqué aux relations internationales et à la dissuasion dans sa forme la plus large. Le cadre théorique de la dissuasion évolue réellement autour de trois grandes vagues. La première, la dissuasion strictement militaire. Un État A convainc un État B par la force de coercion militaire d'agir selon la façon souhaitée. La deuxième vague, et la première vague, s'inscrit dans le réalisme le plus traditionnel. La deuxième vague ajoute la composante étatique. Donc, on a la composante de la menace militaire, mais on ajoute aussi tous les outils dont dispose un État pour contraindre un autre État à agir de la façon souhaitée. Fait que là, on parle ici des sanctions économiques, de l'isolation diplomatique, des barrières tarifaires, etc. Donc, on tombe là dans le néo-réalisme et dans le néolibéralisme. La troisième vague de dissuasion touche la dissuasion outre la menace. Donc, exit la menace militaire, on essaie d'identifier à la souche, à la cause qui pourrait causer un conflit. On est ici dans le constructivisme, puis on regarde à des stratégies de réassurance ou des stratégies d'apaisement. Un exemple probant serait l'accord de Munich de 1938, où le Troisième Reich s'est vu offert de facto l'annexion des Sudètes tchécoslovaques pour apaiser Hitler de ne pas poursuivre ses efforts guerriers. Et on connaît la suite de l'histoire. Ça n'a pas suffi, ce qui fait en sorte que la troisième vague théorique ne dispose pas d'une bonne réputation en termes d'efficacité. Conséquemment, je me suis concentré sur la deuxième vague de dissuasion pour parler à la fois d'efforts militaires, mais aussi d'efforts étatiques. Diapositive, s'il vous plaît. En m'attardant au 18 et 19e siècle, j'ai regardé plusieurs études, autant qualitatives que quantitatives, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui faisait en sorte qu'une stratégie de dissuasion était efficace ou non. Il y a trois grandes constituantes clés qui ressortent de ça. La première, la motivation de l'agresseur. La deuxième, la communication. Et la troisième, la crédibilité du pays qui applique la dissuasion, comme le mentionnait le général Paul lors de son discours, de sa présentation. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, si on applique ces trois composantes clés-là à la stratégie de dissuasion de l'OTAN à l'endroit de la Russie en 2014-2021, on doit d'abord se poser la question: à quel point est-ce que Vladimir Poutine était motivé à rendre à la Russie sa grandeur impériale? Et pour ça, je suis d'avis qu'il faut retourner en 2005 à son discours annuel devant l'Assemblée générale russe, l'équivalent du discours sur l'État de l'Union américain, où Poutine a déclaré que la chute de l'URSS, l'Union soviétique, était, quote, la plus grande catastrophe géopolitique du siècle devant les deux grandes guerres, la guerre de Corée, le Vietnam, etc. 2 années plus tard, en 2007, à la sécurité internationale de Munich, le président Poutine a déclaré un discours en bonne et due forme qui prônait l'approche de la doctrine Primakov, donc qui s'en prenait à l'hégémonie américaine sur la sécurité internationale et qui faisait la promotion d'un monde multipolaire dans lequel la Russie jouait un rôle de premier plan et dans lequel aussi la Russie avait la primauté sur l'espace de l'ex-URSS. En 2008, bien que c'était sur Medvedev, invasion de la Géorgie, annexion de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont toujours sous contrôle russe. Ce qui nous amène en 2012, dans l'époque de l'époque 2012 à 2021, pour les troisième et quatrième mandats de Poutine. 2014, assez rapidement, annexion de la Crimée, occupation des territoires du Donbass. Et dans les années qui ont suivi jusqu'à 2021, vraiment un effort concentré pour faire de l'Occident, pour faire de l'Ouest, l'ennemi juré de la Russie en termes de propagande, en termes de coercion nationale, en termes d'attaque aux médias, d'identification des agents externes, des agents extérieurs, etc. Ce qui nous amène à juillet 2021, où Poutine a partagé son article sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, dans lequel, dans sa vision révisionniste, Poutine argumente que les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens sont les descendants du peuple russe et que dans leur foi partagée de la chrétienté orthodoxe, ce peuple-là ne fait qu'un et ne devrait faire qu'un.
Dans la même lettre aussi, Poutine déplore que l'Ukraine fut arrachée à l'Empire russe par les bolcheviks en 1922. Quelques mois plus tard, en décembre 2021, Poutine a fait parvenir ses ultimatums à l'OTAN et aux États-Unis. Encore une fois, une représentation de la doctrine Primakov qui demande à l'OTAN d'adapter les positions pré-97 et d'abandonner ses positions en Europe de l'Est sur tout son front. Donc, on va en conclure que Poutine était très motivé à rendre à la Russie sa grandeur impériale. Au niveau de la communication, au niveau de la communication, crédibilité, on va regarder la performance de l'OTAN en contrepartie de celle de la Russie. Au niveau de la communication, est-ce que l'OTAN était précise sur ce qu'elle tentait de prévenir et sur ce qu'elle allait faire en cas d'échec? Et pour ça, je pense qu'on va s'attarder au sommet de l'OTAN, en particulier aux déclarations des sommets du Pays de Galles 2014, Varsovie 2016 et Bruxelles 2018. Dans chacun de ces déclarations-là, on peut voir que l'OTAN s'engage dans des termes génériques à défendre l'article 5 et le traité fondateur de l'OTAN, l'ordre international basé sur les règles de droit. En 2016, on voit aussi le déploiement des bataillons de présence avancée rehaussés ou des IFP en Lituanie, Estonie, Lettonie et Pologne. Donc, une communication par les gestes où est-ce qu'on cherche à démontrer l'unité de l'OTAN qui, comme M. Laconjaria le mentionnait, vous parlez aussi du président Macron, j'ajouterais même qu'en 2018, il parlait d'une mort cérébrale de la part de l'OTAN, ce qui démontre un peu l'État, le manque d'union qui définissait l'alliance à ce moment-là. Donc, je pense que comme l'union était visée par la Russie, justement pour affecter, briser l'alliance atlantique, cette démonstration d'unité-là, d'être capable de montrer plusieurs drapeaux sur le flanc Est, était une réussite au niveau de la communication stratégique. Donc, l'OTAN, je crois, a passablement été clair sur le fait qu'elle ne tolérera pas d'attaque contre son territoire. Au niveau de la crédibilité, je pense que c'est là que le bas blesse. Avec quelques bataillons de l'OTAN contre des divisions de tanks et des divisions aéroportées russes stationnées à Pskov et à Rostov-sur-le-Don, clairement que la dissuasion par le déni puis le balancement des forces dans le territoire contesté est en défaveur de l'OTAN. Donc, je pense qu'on avait davantage une crédibilité par réputation qu'une crédibilité par déni qui était installée en Europe de l'Est et en Europe du Nord. Diapositive, s'il vous plaît. Là où ça devient intéressant, c'est à partir du sommet de Madrid en 2022, ce qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'invasion justifiée de l'Ukraine par la Russie. Donc, suite à l'invasion, comme ça a été localement mentionné par M. Laconjaria, on assiste vraiment à un moment charnière dans l'application des sanctions économiques par l'Union européenne. En même temps aussi, on assiste à plusieurs initiatives de la part de l'OTAN qui sont inédites. L'OTAN se dote rapidement d'un nouveau cadre stratégique. L'ancien datait de 2010, il était complètement dépassé. Dans le cadre stratégique de 2010, on trouvait des citations qui s'approchaient à partenariat stratégique, coopération stratégique avec la Russie et où que l'Europe est en paix. Donc, nouveau cadre stratégique de l'OTAN développé en 2022, un cadre stratégique le plus incisif qui a été rédigé depuis la création de l'Alliance, ce qui inclut évidemment la période de la guerre froide. En parallèle, l'OTAN s'engage à tripler la taille de ses contingents sur l'ensemble du front de l'Est, non seulement dans les pays baltes et en Pologne, mais aussi au niveau des Balkans. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est le rôle que l'Union européenne a joué pour imposer les sanctions économiques. Non seulement les imposer, mais les imposer en synchronisation avec l'OTAN. Et là où est-ce que c'est particulièrement intéressant, c'est justement parce que ces deux organisations-là, même s'ils cohabitent en Europe, ne sont pas dotées d'arrangements précis pour synchroniser leurs efforts. Ils ne sont pas dotés non plus d'une entente de sécurité, une entente sécuritaire pour partager des informations sensibles. Il faut aussi comprendre que l'OTAN est une organisation où est-ce que le consensus doit être obtenu à chacune des décisions. Chaque pays, chacun des 30 pays membres doit s'entendre pour mettre une initiative de l'avant. Ou dit autrement, chaque pays membre possède un veto qui peut empêcher la mise en place d'une stratégie. Puis je crois que c'est en partie ce qui explique la timidité de notre réaction en 2014.
Donc là où ça devient en particulier intéressant, c'est de voir cette synchronisation-là des efforts entre l'Union européenne d'un côté puis l'OTAN de l'autre. En particulier quand on considère qu'il y a des pays comme la Finlande et la Suède qui ne font pas partie de l'OTAN, qui sont en train d'appliquer, on le voit, la Finlande, des bonnes nouvelles récemment, la Suède, c'est encore à faire, et avec en contrepartie la Turquie, qui est, elle, membre de l'OTAN, non membre de l'Union européenne, qui s'oppose à ce que les deux pays scandinaves joignent et qui, ne faisant pas partie de l'Union européenne, parvient à éviter les sanctions économiques au profit de la Russie, au profit de l'économie turque aussi, au profit de capital politique, sans doute en prévision des élections de M. Erdogan le 14 mai prochain. Puis aussi, c'est en particulier intéressant dans l'optique où est-ce que la Hongrie de Viktor Orban, membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN, est en train de vaciller de plus en plus dans l'autocratie. L'économie dépend largement de l'énergie russe et de voir que malgré cet état de fait-là, l'OTAN est parvenue à un consensus, à convaincre la Hongrie d'aller de l'avant avec les initiatives qui sont mises de l'avant. C'est inédit, puis en particulier au cours des 10 dernières années. Puis, dans cette optique-là, de regarder le rôle plus large que pourrait jouer l'OSCE, potentiellement en tant que vecteur pour une éventuelle période de négociation, où est-ce que la Biélorussie et la Russie en font évidemment partie, et pour certains, les rôles du contrôle d'armes. Slide, s'il vous plaît. Ce qui m'amène à formuler certaines recommandations. Dans un premier temps, je pense que ce qu'on a assisté jusqu'à présent de la part de l'Union européenne, de la part de l'OTAN, bien que les actions aient été synchronisées, je pense que c'était davantage dans le cadre, dans le processus, dans un processus itératif et non pas dans un processus planifié stratégiquement. Et je crois, je suis d'avis qu'en établissant un plan de campagne conjointement pour synchroniser nos efforts et pour augmenter l'efficacité de nos effets, clairement qu'on pourra en bénéficier. Ensuite, rapidement, clairement que l'acte fondateur OTAN-Russie a été bafoué à maintes reprises, 2008, 2014, 2022, j'en passe par la Russie. Clairement, je crois que l'OTAN devrait s'en tirer. Je pense qu'on doit continuer, malheureusement, d'augmenter nos capacités à l'Est pour bonifier notre dissuasion par le déni. Et pour faire écho à ce que M. Simon a partagé en introduction, je crois qu'on a une responsabilité au sein de l'Union européenne et en Amérique du Nord de mieux contrer ou de contrer plus activement la propagande russe, en particulier en ce qui a trait à l'efficacité des sanctions économiques, pour lesquelles, je crois, on tombe victime de propagande russe qui ont leurs tentacules jusque chez nous. Je vais m'arrêter là. J'ai bien hâte de répondre à vos questions et à partager diverses opinions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Major. Professeur Mondelis, c'est à vous, sans transition, comme ça on gagne du temps. Merci beaucoup, cher Olivier. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir participer, même si je regrette infiniment de ne pas pouvoir être des vôtres en personne. Je voudrais remercier le général JR, Frédéric et Olivier de l'invitation pour parler de l'action humanitaire de l'Union européenne comme réponse aux crises. Et puis, ce que je voudrais voir, ce sont notamment les avancées et défis que pose l'action humanitaire pour l'Union européenne en abordant très rapidement la question humanitaire elle-même aujourd'hui comme défi mondial. Je vais ensuite évoquer l'évolution normative et institutionnelle qui a permis à l'Union de promouvoir l'action humanitaire dans son action extérieure, voir les mécanismes, et puis voir quelques défis que pose l'action humanitaire en termes d'articulation. Alors, ce qu'on peut voir très rapidement dans la mise en contexte, cher Olivier, c'est qu'on voit que l'Union européenne, avec les États-Unis, constitue deux grands bailleurs humanitaires. Évidemment, le Canada est parmi les dix grands bailleurs, mais alors on peut se demander, mais comment et dans quelle mesure
l'appréhension par l'Union européenne de l'action humanitaire lui permet de répondre à des crises dans le contexte notamment des 30 dernières années. Ce qu'on peut observer, c'est que d'une certaine manière, le droit de l'Union européenne et la diplomatie ont permis à l'Union de promouvoir l'action humanitaire comme une réponse aux crises et donc une valeur dans son action extérieure. En même temps, quand on regarde la complexité des crises, l'action humanitaire de l'Union européenne fait face à un triple défi en termes de cohérence, en termes de coordination et en termes de coopération, notamment entre les États membres et l'Union européenne d'une part, mais aussi entre l'Union européenne et d'autres acteurs du système humanitaire d'autre part. Alors, si on regarde un aperçu des besoins humanitaires dans le monde. Ce qu'on peut observer, c'est que les besoins ont particulièrement augmenté au cours des dernières années. Et puis, depuis 3 ans, je fais des présentations sur l'action humanitaire. Cette année, c'est 100 millions de personnes ajoutées. On a 324 millions de personnes qui sont dans le besoin humanitaire. On a besoin d'environ 50 milliards de dollars pour l'aide humanitaire, alors qu'en réalité, c'est seulement 19 milliards qui ont été reçus. On a un nombre important de pays, 69 pays qui sont confrontés à des crises multidimensionnelles avec des crises prolongées, 36 pays connaissant des crises prolongées, ce qui fait que l'action de l'Union européenne va couvrir d'une certaine manière une série de pays un peu partout dans le monde. Et donc, quand on regarde ces besoins humanitaires, on s'est rendu compte en réalité qu'il y a une série de causes et de conséquences entourant ces crises. Mais on en a parlé un petit peu, le changement climatique, les conflits, les catastrophes naturelles, mais aussi les liens entre ces enjeux et la question du développement, tel que conceptualisé, notamment dans le concept de développement durable. Et puis, ce qu'on voit, on voit un nombre important de personnes dans le besoin. J'ai parlé de ces pays qui font face à des crises prolongées et puis ces crises prolongées montrent évidemment les liens entre les questions de violation des droits de la personne, le changement climatique dans certains contextes, la question de la résolution des crises, la question du développement, tout cela pour dire que ces crises font partie d'un réseau de situations et de causes et de conséquences, parmi lesquelles les migrations internationales. Alors, regardez, on a 86,3 millions, là on était dans les chiffres de 2002, et puis regardez, en décembre, c'était déjà 100 millions de personnes en contexte de migration. On voit très bien alors une augmentation de ces besoins dans une série de contextes multidimensionnels. Ça va ainsi pousser des États comme les États-Unis, le Canada, évidemment, on voit d'autres États du Golfe, par exemple, qui sont devenus des acteurs importants de l'aide humanitaire en termes de financement. Mais l'Union européenne, comme organisation internationale, comme Olivier l'a bien posé, va s'activer en matière humanitaire et on le voit avec certains de ses États membres. On voit dans ce tableau-là que l'action humanitaire devient, avec la coopération au développement, 2 éléments de l'action extérieure de l'Union européenne. Et puis, on voit une liste de pays particulièrement affectés qui montre effectivement la complexité de ces crises que j'ai évoquées il y a quelques instants. Et quand on regarde le sens que l'Union européenne accorde à l'action humanitaire, faut voir une évolution de la définition de l'action humanitaire. Alors, dans ces buts, on sait que c'est une action qui vise à sauver des vies, préserver la dignité humaine, donc contribuer à la protection de la dignité humaine lorsqu'il y a des conflits ou des catastrophes naturelles. Évidemment, cette action humanitaire touche l'alimentation et la nutrition, et puis on a parlé des causes, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, l'insécurité alimentaire, c'est un enjeu majeur pour la société internationale. Bon, l'hébergement, les soins de santé, l'eau et l'assainissement, la notion de protection. Et cette notion de protection est particulièrement importante parce qu'on voit des cas par exemple, d'enfants non accompagnés, l'éducation dans des camps, l'aide psychologique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on voit une évolution de la question du sens de l'humanitaire avec une série de biens et de services, notamment en matière de transport de l'aide. Et puis, on a compris tous les problèmes posés par la COVID, par exemple, en matière de transport de l'aide humanitaire. Alors, tout ça, comment l'Union a pu parvenir à se poser comme acteur humanitaire important? Eh bien, évidemment, c'est un raccourci, mais depuis les années 90, notamment avec les crises des Balkans, la situation en Somalie, la situation en Haïti, on a vu l'Union européenne se poser comme acteur humanitaire avec d'abord la création d'un bureau de l'aide humanitaire devenu une direction générale de l'aide humanitaire et on y a ajouté la protection civile en 2001. Une série d'instruments juridiques adoptés, d'abord pour l'aide humanitaire à l'extérieur de l'Union, c'est en 96, et puis, conséquence de la guerre en Syrie, en tout cas de la situation syrienne, en 2016, on a dit, mais il faut aider aussi la Grèce. Alors là, on a adopté un autre règlement pour permettre de fournir l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne elle-même. Et puis, des éléments de politique intéressante, un consensus de l'aide humanitaire qu'on voit et qui présente toute son importance avec une adhésion du Parlement, du Conseil, de la Commission par rapport à la question humanitaire, qui est donc en réalité un poids politique accordé par ces institutions à l'action humanitaire. Un élément important, c'est une directive sur la promotion du droit international adoptée au sein de l'Union en 2005, révisée en 2009, qui est particulièrement intéressante parce que cette directive mise particulièrement sur la protection des droits de la personne dans le contexte de l'aide humanitaire avec un accent sur la protection des droits des droits des femmes et des enfants, les droits et la coopération avec des acteurs humanitaires, évidemment la place de la Croix-Rouge internationale, comme je l'ai dit, un accent sur la protection de la population civile. 2021, une communication de la Commission au Parlement et au Conseil qui, en réalité, montre une position de l'Union européenne qui veut que sa voix porte plus en matière humanitaire. Et cette communication va jusqu'à dire, écoutez, il faut explorer au sein de l'Union européenne des moyens de fournir de l'aide humanitaire et pas seulement financer l'action humanitaire et donc aller plus loin dans ce domaine-là. Ce qu'on voit, c'est en réalité, dans cette appréhension, une série de principes, de normes qui caractérisent cette approche. Et j'ai parlé de l'accent sur le droit international. C'est un élément qui fait de l'Union, je dirais, un acteur à part. Et puis, on retrouve cet élément dans l'article 21 du traité sur l'Union européenne qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Et dans cet aspect, il faut voir tout le droit international concernant la protection des droits de la personne en période de conflit, mais aussi on a un accent sur la justice internationale pénale, les crimes graves qui sont commis, comment on va tenir responsables les personnes qui ont commis ces crimes-là. Et puis on voit par exemple un accent sur la coopération avec d'autres partenaires comme le Canada dans l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Canada. On voit, ben, écoutez, on va ensemble promouvoir l'action humanitaire, mais sauf que ça ne va pas passer avec les États-Unis qui, en réalité, vous savez, se montrent hésitants par rapport à la Cour pénale internationale. Dans les relations entre l'Union européenne
et les États du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, on a un accent particulier sur l'aide humanitaire aux côtés de la coopération au développement et ça me permet d'évoquer justement l'accent mis sur sur la coopération au développement aux côtés de l'aide humanitaire. Ce sont deux régimes différents dans le cadre de l'Union européenne, mais qui se complètent et c'est un peu le sens de la stratégie de 2016 adoptée par l'Union européenne. Alors, on voit donc des normes de droit conventionnel, des normes plus souples, des institutions qui ont été créées. On a un corps volontaire de l'aide humanitaire, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est des enjeux d'articulation particulièrement importants. Et quand on regarde la situation haïtienne, la situation syrienne et la situation en Ukraine, on voit que d'une certaine manière, l'Union essaie d'adapter son action humanitaire, mais la complexité des crises fait en sorte que l'Union va faire face, comme je l'ai dit, à un défi de coopération, de coordination et de cohérence. Dans le cas haïtien, j'ai parlé tantôt de la promotion du droit international, la promotion de l'état de droit, mais en réalité, comme je l'ai dit, les acteurs n'arrivent pas à s'entendre sur quoi faire. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, c'est pas évident. Et puis, c'est bien dans l'actualité. Avec la visite de Biden, ça nous dira un peu plus. Il y a un manque de coordination, en effet, même, je l'ai dit, entre les membres de l'Union européenne et l'Union européenne. Mais s'agissant, vous savez, le terrain haïtien, c'est le terrain de déploiement de, 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 de de plusieurs acteurs de toute nature au regard du droit international. Et puis, ce qu'on voit, c'est en réalité une série d'actions qui contribuent à exacerber la situation. Et puis, l'action de l'Union européenne va être coulée dans ces situations-là. Le cas du choléra c'en est un, et puis on n'a pas vu la diplomatie de l'Union européenne jouer du tout en faveur du règlement de ce différend entre les Nations unies et Haïti. Et puis, à deux reprises, le Conseil a adopté des mesures d'embargo et de suspension sur Haïti qui ont contribué à exacerber la situation humanitaire. Question concernant les migrations, là encore, on a parlé de compétences partagées, notamment quand on regarde la situation des Haïtiens dans les départements et régions d'outre-mer, on les renvoie même dans des contextes humanitaires, parfois en laissant leurs enfants en Guyane, notamment dans des contextes particulièrement violant les droits de la personne. Professeur Mandeli, je suis désolé. Est-ce que ce serait possible de conclure en 1 minute? En 1 minute, parfait, merci. Exact. La situation syrienne, le manque de cohérence, on le voit avec l'accord entre la Syrie et entre l'Union européenne et la Turquie, avec la question de l'aide humanitaire instrumentalisée pour la gestion des migrants. En Ukraine, on a vu une réponse exemplaire, et puis je vous renvoie à un article que j'ai évoqué. Alors, vous comprendrez que ma conclusion est que, c'est pas une situation facile à gérer une crise humanitaire compte tenu de plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Mais je pense qu'il faudrait travailler un peu plus avec les acteurs locaux. D'une part, c'est particulièrement un enjeu et je pense aussi que travailler à articuler les politiques pour répondre aux causes de ces conflits constitue un enjeu majeur. Et puis, bien évidemment, le renforcement de la coopération entre l'Union européenne, le Canada, les États-Unis me semble un aspect important, évidemment, y compris avec les États qui sont concernés par des crises. Merci. Merci beaucoup, professeur. Donc, on aura bouclé la boucle en partant de là d'où vient l'Union européenne, c'est-à-dire du droit de l'Union européenne. On est passé par un aspect stratégique, un aspect de coopération avec l'OTAN sur la complémentarité des deux organisations pour terminer sur cet aspect important de l'Union européenne qui sont son action humanitaire qui est importante pour le respect des valeurs qui sont inscrites directement dans ces traités. J'imagine qu'on a des questions. On a 5 minutes de questions. Monsieur, je vais vous inviter à descendre. Vous avez un micro de chaque côté de l'amphithéâtre. Ah, allez-y.
Alors, bonjour, je suis Yvon Guerrier, étudiant de doctorat à l'École supérieure d'études internationales. Et merci pour vos brillantes présentations et très, très pertinentes par rapport aux enjeux actuels. Alors, ma question, c'est à double volet. Donc, les mutations majeures observées au sein de l'Union européenne et à travers les autres structures d'approche fonctionnaliste, n'est-ce pas une forme d'adaptation graduelle aux dynamiques géopolitiques préoccupantes liées aux conflits contemporains et modernes? Ou par ricochet, ne s'agirait-il pas d'un processus de construction de réponses soutenables ou sur mesure par rapport aux limites des instruments de droit public international en lien au conflit, voire l'OTAN, considérant en plus que tout basculement du système de pouvoir aux États-Unis d'un modèle multilatéraliste vers unilatéralisme peut faire basculer toutes les dynamiques qui existent actuellement au sein de l'OTAN. N'est-ce pas un enjeu majeur? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Est-ce que parmi les personnes qui sont en ligne, quelqu'un souhaiterait répondre? Bien, je vais m'en occuper. La façon dont l'Union européenne s'est construite d'une façon générale, c'est il y a la métaphore de la bicyclette. C'est-à-dire que la bicyclette, ça fonctionne quand on pédale, quand ça avance. Ça veut dire que l'Union européenne, très globalement, c'est la théorie de la polycrise. Dès qu'il y a une crise, on va d'abord se tourner vers l'Union européenne, ensuite on va critiquer l'Union européenne, et ensuite l'Union européenne va faire quelque chose, et ça va résulter il va y avoir un résultat, ça va être plus d'intégration. Ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement la même chose, avec peut-être un peu moins de critiques, mais globalement, c'est la fonction et c'est la façon dont historiquement l'Union européenne a évolué. Donc, l'Ukraine, ça a été, on a une crise, on se tourne vers une réponse européenne. Les institutions européennes sont un forum de coopération et de dialogue. Ce dialogue-là va permettre une intégration supplémentaire au niveau de la défense européenne. Et c'est comme ça en défense, et la raison pour laquelle je peux me permettre de répondre, c'est que c'est comme ça en défense, c'est comme ça en économie, c'est comme ça en sanitaire, c'est comme ça à peu près dans tous les domaines de l'Union européenne. L'Union européenne, elle s'est construite à travers les crises. C'est en tant que telle une organisation qui a répondu à une crise mondiale, c'est-à-dire une crise mondiale qui a été la guerre en Europe. Donc ça, c'est un élément de la réponse. Monsieur Lasconjarias, je vous ai vu lever un petit peu la main. Est-ce que vous voulez compléter ma réponse? Vous êtes encore muet. Oui, je trouve que la métaphore de la bicyclette est assez vraie et assez juste. Je pense que pour aller plus loin, en réalité, c'est que il ne faut jamais oublier que la construction européenne, c'est d'abord aussi la volonté de ce qu'en font les États et de la nature du couple qui en est le moteur. Il faut bien dire que, grosso modo, il y a aujourd'hui une forme de... il y a deux choses, c'est-à-dire que les binômes traditionnels, alors ça peut être franco-allemand, franco-britannique, qui faisaient avancer, on va dire, la structure européenne un petit peu souvent dans leur direction, au prisme de la guerre en Ukraine, ils sont un petit peu en panne, ou ils sont, on va dire, un petit peu critiqués. Et donc, aujourd'hui, on voit fondamentalement une forme de glissement vers l'Est avec d'autres acteurs qui ont pris de l'importance dans ce discours, et notamment, j'en citerai deux, hein, enfin, un bloc, déjà les États baltes, qui se sont montrés extrêmement vifs sur la question, et la Pologne, avec la volonté notamment à la fois de montrer son armée, de montrer ses muscles, de montrer sa force vis-à-vis de la Russie, mais aussi l'ambiguïté qu'il y a derrière, parce que la Pologne, il y a encore quelques temps, elle était un peu mise au banc pour notamment des pratiques un petit peu jugées illibérales. Et donc, quelque part, la guerre en Ukraine, elle redistribue un peu les cartes, à la fois par un glissement géographique,
mais aussi par la capacité de certains États d'instrumentaliser la crise à leur profit, en montrant que l'Union européenne peut se construire peut-être différemment. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'il faut peut-être jouer. C'est cette période de tournant aussi, de reconstruction et de reconstitution en fait de l'Union européenne, peut-être avec d'autres axes, peut-être avec d'autres priorités. Et c'est le sens peut-être des années à venir. Professeur Mondelis, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors je voudrais peut-être évoquer un élément par rapport à la dimension de coopération qu'évoque M. Guerrier. Qui a fait référence notamment aux partenaires américains et l'unilatéralisme. Ce qui a été dit sur l'Union européenne, je ne vais pas abonder plus, mais évidemment, les réponses conjoncturelles et des éléments de réponse structurelle montrent bien une certaine capacité d'adaptation de l'Union européenne aux crises. Évidemment, lorsqu'on a un partenaire comme les États-Unis, lorsqu'on arrive à parler d'une seule voix, tant mieux et ça porte mieux. On l'a vu avec un certain niveau de coordination à propos des sanctions. Dans le cas ukrainien, mais en même temps, il y a des éléments de la politique étrangère des États-Unis qui méritent d'être considérés. Et vous avez évoqué l'unilatéralisme. Cette conception de l'intérêt des États-Unis et comment la coopération, y compris dans le cadre d'organisations internationales ou avec d'autres partenaires, contribue à la réalisation des intérêts américains. Alors là, quels sont-ils ces intérêts? Jusqu'à quel niveau, les valeurs dans tout ça, l'Union européenne dans tout ça. Évidemment, ce n'est pas évident. Et puis, quand on tient compte de d'autres questions relatives, par exemple, à la politique intérieure et ses liens avec la politique étrangère des États-Unis, vous avez évoqué la question des partis politiques. Évidemment, on voit là un enjeu pour l'Union européenne en matière de multilatéralisme. Merci beaucoup. Je pense que ça clôt cette période de questions. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci pour votre attention. Richard. Parfait. Un grand merci.